Le Fils de l'Homme dans la Cité, un podcast de la Fondation Félix Mutombo Mukendi. Bonjour, professeur Rubin Poire. Bonjour Cédric. Bonjour, donc bienvenue dans le podcast du Fils de l'Homme dans la Cité de la Fondation Félix Mutombo Mukendi. Alors ici, c'est notre troisième épisode et c'est un honneur de vous avoir avec nous pour cet échange, pour cette discussion, cette interview. Alors pour rappel, ce podcast a pour but de mettre en avant des travaux, des organisations, des individus qui se soucient de l'importance de la théologie politique. Première question pour commencer. Vous coordonnez aujourd'hui un réseau de plus de 100 institutions bibliques théologiques dans 17 pays d'Afrique francophone. Euh, Comment en êtes-vous arrivé à ces responsabilités? Hmm, Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de vous présenter le travail que fait le Conseil des institutions théologiques d'Afrique francophone, qu'on va appeler communément dans cette interview CITAF. Mhm, Alors, le CITAF, pour être plus exact, est une plateforme. C'est une plateforme ou un réseau d'institutions théologiques qui regroupe plus de 250 institutions bibliques et théologiques. C'est-à-dire, pour corriger, ce n'est pas une centaine, mais c'est plus de 250. Exactement, nous sommes 253 institutions de formation biblique et théologique en Afrique francophone, dans 17 pays, comme vous avez exactement le dit. Cette institution a été mise en place euh, depuis 2005. Depuis 2005 à Doumbé. Et l'objectif, c'était un cadre de concertation, de collaboration et de recherche, mhm. mais aussi d'excellence académique euh, au sein de ces institutions bibliques et théologiques. On faisait l'homologation, le suivi institutionnel et tout ça. Donc, euh, ce sont les IBT qui sont voulu se mettre ensemble pour créer quelque chose, s'entraider et se faire suivre. Nous avons l'Afrique francophone, mais particulièrement la zone, l'Afrique de l'Ouest, où il y a le plus grand regroupement, et l'Afrique centrale, où nous avons plusieurs pays qui ont adhéré au CITAF dans le cadre de cette plateforme. Le CITAF a une structure qu'on appelle une structure, une fêtière, qu'on appelle la coordination générale, qui est composée d'un coordinateur général et des coordinateurs associés qui ont des différentes tâches. Et ces coordinateurs travaillent avec le coordinateur général à, à implémenter les activités du CITAF dans les différents pays et régions. Actuellement, nous sommes structurés en 6 régions, 6 régions, et ces 6 régions travaillent avec les coordinations nationales. Chaque pays a une coordination nationale. Donc voilà succinctement Mhm. euh, ce que nous faisons euh, en termes de, en termes d'activité. Je reviendrai plus tard dans le développement Mhm. sur ce que le site a fait. Ok. Et quel est votre rôle au sein du CITAF? Je suis le coordinateur général. Je suis le Mhm. coordinateur général. Le coordinateur général, c'est au fait le manager euh, de tout le système en tant que tel. Et je suis un adjoint qui est le coordinateur général adjoint et des commissions techniques, les structures scientifiques, les structures de l'implantation nationale et puis d'autres structures qui s'occupent de la pédagogie, de l'homologation et de l'accréditation. Ok.
Et quel a été finalement votre parcours au sein de la CITAF, du CITAF? Qu'est-ce qui vous a euh, finalement attiré par dans cette organisation? Je suis arrivé au CITAF un peu plus avant 2005. Mais Avant c'est en 2005. 2005 Ok. que les choses ont commencé à se formaliser. D'abord comme inspecteur général. 2005 à 2012, j'étais inspecteur général et puis ensuite comme coordinateur adjoint depuis 2012 et puis coordinateur général depuis 2016. Mhm. Donc, vous voyez, par la grâce de Dieu et, et la reconnaissance aussi de toutes les institutions bibliques et théologiques, euh, on, on m'a conduit à ce progrès managérial et linéaire par rapport à mes engagements au niveau du CITAF. Si vous voyez bien, je suis passé d'un expert, un expert contrôleur comme inspecteur général à un rôle de direction stratégique, coordinateur général. Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Mhm. Euh, C'est un leadership qui suit une trajectoire linéaire dans l'évolution au sein de la coordination générale. Ok, parfait. Bon, de ce que j'entends, je comprends que vous avez un rôle vraiment de directeur, de gestionnaire de l'organisation. Mais vous avez aussi une formation théologique ou pas du tout? Oui, oui. Je suis d'abord, j'ai été pasteur, je suis pasteur toujours. On reste pasteur parce que c'est un appel. Et j'ai fini ma formation dans un institut biblique en 1986. Et lorsque j'ai terminé cette formation, j'ai engagé les études théologiques euh, à, à Vaux-sur-Seine en France, Mhm. où j'ai pu avoir un diplôme d'études approfondies dans les années 94. Et c'est après cela que, parallèlement, je faisais des études de sociologie et j'ai fait une thèse de doctorat à l'École pratique des hautes études à Paris, en sociologie, en France. Et je suis revenu. euh, Bon, voilà. Donc, après cela, j'ai eu une formation de théologien, pasteur théologien et en même temps de sociologue. J'assume plusieurs responsabilités. Je suis dans l'institution théologique qu'on appelle la faculté de théologie évangélique de Ok, l'Alliance chrétienne, ok, où je suis depuis 1994 enseignant. Et puis, bon, à partir de 2000, je suis devenu aussi un universitaire au sein des universités publiques où j'enseigne la sociologie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. ok. Donc voilà, je suis professeur titulaire de, de sociologie et professeur titulaire aussi de sociologie dans le domaine du CAMES. Ok, ok, ouais, merci. Ça permet de voir les choses un petit peu plus claires. Donc, vous étiez et vous êtes toujours pasteur, et donc c'est finalement naturel que vous évoluez maintenant dans une organisation qui a justement pour but d'améliorer la formation non seulement des pasteurs, mais pas que, de tous ceux qui se soucient de la théologie Hmm. dans leurs activités. Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'émission du CITAF pour comprendre un petit peu mieux quelles sont les missions couvertes par le CITAF aujourd'hui? Le CITAF a- a plusieurs rôles, plusieurs Mhm. responsabilités. Généralement, ce que nous faisons, euh, d'abord, nous avons des services que nous offrons aux institutions bibliques et théologiques. Nous avions élaboré depuis 2005 ce qu'on appelle le programme minimum commun, PMC. Le programme minimum commun, c'est une somme de l'ensemble des éléments qu'on peut trouver dans un programme académique, dans un curriculum,
Et c'est cette somme-là que nous avions mise ensemble et toutes les institutions ont donné leur accord de pouvoir enseigner ce minima-là à l'intérieur de leurs institutions. On appelle ça le programme minimum commun. C'est un référentiel unique au CITAF. Vous n'allez pas Mhm. trouver ça dans d'autres institutions. Alors, ce programme minimum commun, nous sommes tenus à veiller parce que l'application de ce programme permet aux institutions d'ouvrir des passerelles entre elles. Par exemple, celui qui a fait les études à Yaoundé, s'il veut venir à Abidjan pour continuer les études, il n'a plus besoin de recommencer à zéro parce Mhm. qu'il a déjà eu un minimum sur lequel tout le monde s'est entendu. Donc, quand il vient, il enchaîne dans cette institution en continuant ce qu'il a déjà eu dans d'autres institutions en tant que tel. Donc, ça Mhm. sert de lien entre institutions. Nous avons aussi un service d'accréditation et d'homologation. Les institutions sont évaluées, les institutions ont des visites d'inspectorat et nous les visitons pour renforcer leurs capacités, nous les visitons pour les aider à pouvoir avoir tout ce qui est comme documentation, tout ce qui est comme si vraiment ils appliquent, si elles appliquent le programme comme convenu. Mhm. Nous avons aussi ce qu'on appelle une école de la gouvernance. L'école de la gouvernance, c'est aussi spécifique à notre institution. On met ensemble les administrateurs, les membres des conseils d'administration, les membres des comités de gestion des écoles, ensemble avec les directeurs académiques pour renforcer leurs capacités afin que les écoles soient quand même, ils aient la même vision dans le travail. Le CITAF a aussi ce qu'on appelle la haute autorité académique. La haute autorité académique, l'institution d'accréditation et de passage de grade pour les enseignants. Et ça, c'est un enseignant qui arrive, ça c'est au niveau supérieur, bien sûr, parce que celui qui arrive, il passe en grade en fonction de l'évolution, du progrès de ses études, etc. On arrive en tant qu'assistant, après on passe au grade de maître assistant, le maître de conférence avant d'être professeur titulaire. Donc, pendant ce temps, on a les productions scientifiques, on a l'accompagnement pédagogique de cet acteur majeur dans la formation théologique. Nous avons aussi un organe de publication pour éditer les publications des auteurs, des manuels de cours et puis aussi des productions des étudiants, etc. Et donc, il y a un organe de publication qu'on appelle les éditions du CITAF. En plus de cela, nous avons aussi une structure de recherche qu'on appelle le Centre de recherche et d'innovation pour l'Église et la société en Afrique francophone. Il s'appelle le CRISAF. Le CRISAF, c'est un des, un des outils de recherche où les communautés et les institutions théologiques se mettent ensemble pour avoir les données qui leur permettent de pouvoir se constituer, pouvoir relancer leur programme, pouvoir relancer et comprendre la société, comprendre les sujets connexes qui sont liés à la vie des églises en tant que telles. Mhm. CITAF a aussi le bac théologique. Le bac théologique, on a des étudiants parce que nous avons 4 niveaux d'études. Le niveau 1, 2 et 3, ce Mhm. sont des niveaux qui sont en dessous du bac classique. Or, pour entrer dans les universités, dans le monde francophone, il faut le bac, le baccalauréat. Donc, on essaye de mettre à niveau les autres et de leur faire passer un examen euh, sur le plan continental. Et celui qui réussit cet examen, et qui n'a pas le bac, il a le bac théologique et il passe maintenant au niveau universitaire. Donc, c'est tout cela que nous faisons. D'abord aussi un conseil d'administration qui gère la politique et qui veille sur l'exécution de nos activités et tout.
Voilà brièvement, glané par ici et là, Mhm. que nous faisons en tant que CITAF. Ouais, je vois que ce sont beaucoup de tâches et je me demande, est-ce que vous avez un soutien de l'État? Bon, je vois que vous êtes reconnu officiellement donc depuis 2021 euh, par un arrêté en Côte d'Ivoire. Euh, mais est-ce que c'est le cas aussi également dans d'autres pays? C'est la coordination générale qui est reconnue par l'État ivoirien comme une association étrangère, Mhm. puisqu'elle regroupe plusieurs pays. Donc, ce que nous avions, euh, nous sommes en train de le faire reconnaître par les autres États, euh, parce que vous savez, dans le monde francophone, euh, la théologie généralement n'est pas une discipline d'État. Ah bon? On classe la théologie dans la discipline privée, ce qui n'est pas le cas dans le monde anglophone, à part les cas exceptionnels comme le cas de Strasbourg où l'université protestante et la faculté de théologie appartient à l'État. Mais dans le monde francophone, les institutions théologiques sont classées comme des institutions privées. Et dans ce cas-là, on nous classe toujours dans une catégorie d'institutions supérieures, mais qui relèvent du domaine du ministère de l'Intérieur ou du domaine de l'administration du territoire. Donc, ça fait que nous sommes à la fois liés aux enseignements supérieurs par la recherche, Mhm. mais en même temps aussi, du point de vue organisation, nous sommes des communautés religieuses, des institutions religieuses qui sont sous surveillance du ministère de l'Intérieur. Donc, vous voyez, Mhm. c'est ce statut hybride-là que nous assumons Mhm. et nous naviguons. Nous sommes en train de faire les démarches pour les reconnaissances au niveau des différentes chancelleries pour que les autres pays aient le même privilège que ce qu'on peut avoir en Côte d'Ivoire ou on peut avoir au Cameroun et dans les autres États. Mm. Ok, c'est intéressant de faire cette comparaison avec le monde anglophone. Et c'était justement l'objet de ma question suivante. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe un équivalent du CITAF dans le monde anglophone? Oui, il y a, vous savez, c'est tout récent, hein, c'est tout Mhm, récemment. Au fait, l'enseignement théologique euh, dans le domaine dans le domaine africain est géré, surtout le milieu évangélique et protestant évangélique est géré par une structure qu'on appelle ICTA, Association des théologiens évangéliques d'Afrique. mhm. ACTI, et ACTI ne s'est pas vraiment impliqué dans le monde francophone, c'est ce qui a vu naître ou ce qui a conduit CITAF à naître. Ok, ok. Mais tout récemment, nous avions eu une séance de travail avec ACTI et ACTI a fini par reconnaître le CITAF comme l'agence qui travaille dans le monde francophone. ACTI va créer une agence pour le monde anglophone qui s'appelle CATI et puis une autre pour le monde lusophone qui s'appelle Axtel, CITEL. Donc, il va maintenant avoir une coordination. C'est comme une fédération Mhm. qui va exister. CITAF travaillera pour le monde francophone, CATI va travailler pour le monde anglophone et CITEL pour le monde lusophone. Et ce sont ces trois structures-là, chapeautées par ACTI, qui vont gérer tout ce qui est enseignement théologique sur le continent africain. Donc, vous avez toutes les tendances linguistiques qui vont se représenter dans le pôle ACTI. Donc, nous sommes là pour accompagner les anglophones à se constituer en structure comme CITAF et les lusophones aussi à se constituer comme structure CITAF. Ok, parfait, intéressant. Et est-ce qu'il y a
vous avez aussi comme objectif d'avoir un programme minimum commun au travers de ces différentes organisations, donc avec ACTI pour le monde anglophone et puis aussi avec le monde lusophone. Est-ce qu'il y a aussi cet objectif d'avoir ce programme commun? Oui, oui, ils nous ont demandé de les accompagner à le faire. Ok. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Je serai même d'ailleurs à Nairobi. On a une équipe qui va à Nairobi le 24 de ce mois pour, pour mettre en place les échanges pour le démarrage de ces programmes minimum commun. Ok. Intéressant. Euh, ok, merci. Euh, quand vous regardez aujourd'hui le paysage de la formation de la théologie, de la théologie tout simplement en Afrique, et là on va faire un focus sur l'Afrique francophone, euh, quels sont les mots qui vous viennent spontanément? Est-ce que c'est plutôt l'espoir, l'urgence ou chantier? Qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit? Euh, En fait, dans ma vie, j'ai toujours été positif. D'accord. Donc, Il faut. c'est l'espoir qui me revient parce que j'ai vraiment ce grand espoir, et surtout dans le cadre du suivi institutionnel Mhm, et du renforcement des réseaux. Vous voyez, par exemple, nous sommes constitués en réseau CITAF, les autres ont approuvé que notre structuration peut les aider. Et ils nous font appel de les aider à se structurer aussi en réseau. Et ça sera pour le monde anglophone et le monde lusophone. Et lorsqu'on regarde aussi, on fait un peu l'état des lieux des coordinations nationales dans le monde francophone. Et lorsqu'on les distingue de celles qui sont pleinement actives, quand on distingue celles qui sont pleinement actives de celles qui sont en attente de structuration ou de redynamisation, on a vraiment de l'espoir que l'avenir de la formation théologique sera bien suivi, bien coordonné et bien accompagné. Mais il y a du travail, bien sûr. Il y a un chantier qui reste là. On s'inscrit dans ce chantier, notamment dans cette dynamique de consolidation de ce qui est acquis du réseau. mhm, Il faut le consolider. Vous voyez, par exemple, nous étions 17, mais nous sommes en train de progresser vers 20 pays et mhm. peut-être jusqu'en 2028, on sera 22 pays. Donc, il y a des pays qui ne sont pas encore ajoutés dans le monde francophone et nous sommes en train de, de consolider ces coordinations en tant que telles. Mais aussi le chantier de l'amélioration de la gouvernance. Euh, Il y a la gouvernance locale, mais aussi la gouvernance régionale et aussi la coordination même générale de tous les mouvements en tant que tels. Parce que généralement, ça, nous avons suffisamment de travail d'harmonisation à faire, Mhm. des actions avec la vision euh, de pouvoir atteindre d'ici 2027 plus de 500 institutions bibliques regroupées au sein du CITAF. Je parle du monde anglophone, et du monde Oui, francophone plutôt. Je oui. parle du monde francophone. Et l'autre élément peut-être aussi que nous voyons aussi du point de vue du chantier, c'est accroître l'engagement des institutions théologiques, les rendre dynamiques à s'approprier progressivement de leur travail. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore réussi Mhm. parce que les curricula que nous avons, ce sont des curricula importés. Ok. Et nous sommes en train de retravailler ces curricula pour intégrer ce qui vient du contexte, euh, de nos contextes, intégrer d'autres sphères d'activité, intégrer d'autres sphères
qui sont des enjeux de société pour le continent francophone et pour nos pays en tant que pays africains en tant que tels. Donc, il y a ce chantier qui est là et que nous sommes en train de faire ce que nous pouvons pour arriver à ce que ces coordinations soient mieux structurées, bien professionnalisées et pour qu'elles arrivent à gérer mieux les institutions. Il y a aussi des urgences, comme vous le dites, comme vous aviez placé le mot Mhm. espoir, chantier, urgence, je crois que tout se retrouve. L'urgence, euh, on a, on a le niveau des organisations, le besoin de la formation, comme je le disais tout à l'heure, en gouvernance institutionnelle. Et nous avons aussi, deux fois, les questions de communication institutionnelle qui nous fait défaut. Vous savez, nous sommes tellement éparses, fragmentés, et, et il y a des institutions on n'a pas les mêmes niveaux institutionnels. Donc, comment, par exemple, donner à un théologien qui traduit, qui fait tout dans sa langue locale, les mêmes outils qu'un théologien qui est universitaire. Donc, tout ça sont des urgences pour nous, des chantiers pour nous. Et nous voudrions vraiment, avec le concours et le dynamisme des institutions mises en place, arriver d'ici peu, ou même aussi à moyen ou au long terme, arriver à cela. Mhm. C'est intéressant et justement, enfin, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire au sujet des, euh, des personnes, des individus qui ont appris dans leur langue locale. Euh, à quel... Bon, déjà, est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que ce sont des cas fréquents que vous rencontrez au sein de l'organisation, des personnes qui ont donc appris dans leur langue locale et qui maintenant sont un petit peu par la force des choses d'apprendre en français, euh, ou comment ça se passe en fait avec ce type de profil un petit peu particulier? Oui, nous avons des écoles bibliques en langue maternelle. D'accord, ok. Et ça a toujours existé. Ce sont des écoles de niveau 1. Et nous avions plusieurs écoles, que ce soit dans les langues nationales en Côte d'Ivoire, au Burkina et même au Nigeria. Non, j'ai dit au Nigeria, au Cameroun plutôt. Ouais. Cameroun ou en Centrafrique. Bon, il y en a plusieurs écoles qui sont en langue nationale. Et tout récemment, nous avions entamé la formation théologique en langue nationale. Par exemple, nous avons une école qui délivre maintenant la licence en moré au Burkina Faso. Ok, ok. Donc, ça existe. Donc, on a des écoles de niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4 dans les langues nationales. Vous avez par exemple une école de l'Oubiri qui livre des diplômes en niveau 3, par exemple. C'est-à-dire ceux qui ont eu qui ont eu qui ont le niveau bac Mhm, et qui préfèrent étudier en Lobiri plutôt qu'en français. mhm, Vous voyez, il y en a, ils vont en mhm. Morée ou en français, etc. Bon, enfin, ils ont leur licence en Morée et les soutenances se font en Morée. Mhm. On le fait aussi parce que toutes nos institutions, nous encourageons que si vous faites par exemple même une thèse de doctorat, on vous demande de traduire le résumé dans votre langue nationale. Donc, vous Ok, voyez, ça se ouais. fait. Donc, ça devient de plus en plus des habitudes de nos institutions. Ok. Mais est-ce que l'enseignement qui est donné dans les différentes langues nationales est aussi riche, complet que ce que l'on peut avoir en français? Parce qu'en français, on dispose d'énormément de sources. Est-ce que ce travail de traduction a pu être fait dans les langues nationales?
et local. Oui, les outils pédagogiques existent en langue nationale. Tout existe. OK. La plupart des outils pédagogiques d'enseignement, les, les textes ou les cours sont préparés Mhm. et, et généralement, bon, ils ne sont pas plus riches que le français ou autre, mais ils ont ce qu'il leur faut comme outil nécessaire pour pouvoir le faire. Les études généralement sont contextuelles et, et vous avez par exemple les séquences bibliques qui sont traduites déjà. Et Mhm. puis ensuite, vous avez peut-être les outils pédagogiques qui sont traduits. Mais l'accent est mis plutôt sur ce qui leur est utile pour pouvoir faire leurs études théologiques. Non, mais ça, c'est OK, intéressant. Parce qu'il y a toujours un petit peu cette crainte de se dire que finalement la formation que l'on peut recevoir en français serait plus poussée et donc on peut avoir cette crainte que euh, quand on est formé dans une langue nationale du pays, on n'aura pas une connaissance aussi pointue qu'on pourrait l'avoir en français. Hmm. Mais vous semblez dire que c'est pas le cas et ça, c'est bon de l'entendre. Exactement, exactement. Hmm. Si vous deviez aujourd'hui identifier euh, les trois chantiers les plus urgents vous l'avez un petit peu abordé, mais si on peut rentrer un peu plus dans les détails, trois chantiers vraiment urgents dans la formation théologique en Afrique francophone euh, pour les prochaines années. C'est intéressant, vous aviez parlé aussi d'objectifs pour l'année 2027. Euh, Quels sont vraiment les trois chantiers les plus importants aujourd'hui? Bien. Je pourrais dire que, disons, l'un des chantiers que nous sommes en train euh, d'explorer, vous savez, je vous ai dit au début que nous sommes en train d'aller vers, on a plus de 250 institutions. Alors, si ces 250 institutions arrivent à, à prendre pleinement leurs responsabilités en termes de finances, on serait aujourd'hui dans une autonomie financière. Donc, pour nous, l'autonomie financière et le renforcement des compétences académiques est une des priorités. Aujourd'hui, vous êtes Ouais. financé par Euh, qui? Chaque institution s'autofinance et Mhm. dépend des institutions qui les ont mises en place. Par Ok. exemple, les missions qui ont mis en place les institutions ont encore le contrôle sur les curricula et aussi puisque c'est celui qui paye qui oriente la formation. Oui. Donc, l'autonomie financière et le renforcement des compétences académiques, c'est deux choses qui vont de pair. Vous savez, les compétences académiques peuvent être libres et contextuelles lorsqu'elles sont financées localement. Donc, il faut réduire les dépendances historiques vis-à-vis des financements extérieurs et celles-là compromettent souvent la pérennité, la pérennité de, et la pérennité, même la souveraineté de nos institutions publiques en Afrique en général. Mhm. Donc, il faut arriver à cette autonomie financière et au renforcement des compétences académiques. C'est un grand chantier, mais c'est aussi le chantier de nos États. Hein. Ce n'est pas seulement Ouais. les institutions publiques, mais on doit envisager de financer les recherches théologiques autochtones et par le biais des contributions locales, des partenariats ecclésiaux et solides. Ça, c'est une des priorités. La deuxième priorité que je vois, c'est aussi la digitalisation et la décentralisation de l'apprentissage. Alors, je parle de... Il faut que la formation soit accessible
à des milliers de pasteurs et des responsables d'église qui sont en exercice, mais aussi qui sont en formation dans nos institutions bibliques et théologiques. Et cela ne peut se faire que par le fait d'investir aussi dans les infrastructures numériques pour proposer vraiment des parcours certifiants en, dans, dans l'enseignement à distance. L'enseignement à distance. Et les gens n'ont pas les moyens de pouvoir se retrouver aujourd'hui, se déplacer, venir se retrouver dans des institutions de, en résidentiel. C'est Ouais. difficile. Et ils ont leurs activités, ils ont leur famille, ils ont enfin, toutes les contraintes possibles qui ne leur permettent pas de faire ça. Donc, il faut vraiment une digitalisation et une décentralisation de l'apprentissage. Deuxième chose. Mhm. Troisième chose, peut-être, comme vous avez demandé trois choses, il y a la question de la contextualisation. La contextualisation et l'interculturalité des programmes. Il faut contextualiser nos programmes. Alors là, c'est un projet on vient de faire d'ailleurs un colloque tout récemment sur les questions de contextualisation et on doit dépasser les modèles théologiques importés pour répondre aux attentes des communautés locales. Mhm. Si nos États ou si nos églises ont des besoins réels, la théologie doit répondre à ces besoins, à ces réalités contextuelles et du continent, de l'homme africain, de nos peuples en tant que tels. Est-ce que pour nous Nous, aider à y voir un petit peu plus clair, vous avez un exemple à nous donner de, de ce qui n'est pas adapté finalement dans le programme, dans les enseignements aux réalités locales? Qu'est-ce qui est en décalage par rapport à ce que les gens vivent aujourd'hui? oh, vous voyez par exemple, votre papa a été visionnaire quand il parle de théologie politique. Hein. Alors, nos États sont en ébullition parce que les leaders qui ont été formés théologiquement n'ont pas eu la formation, ils n'ont pas eu ce qui est utile pour qu'ils s'engagent pleinement dans la société. Et là, euh, nous, on a pris ça parce que pour nous, on ne peut pas, on dit, notre paix dépend de la paix dans le pays où nous sommes. Si le pays n'est pas en paix, on ne sera pas en paix. On n'aura pas de théologie non plus. Alors, donc, on doit en parler. Par exemple, je donne un cas. Nous avons introduit ici, on a plusieurs cahiers qu'on appelle les cahiers de la mission intégrale. On travaille sur les questions d'environnement. On a un document sur l'environnement avec tous les défis que ça présente et comment un pasteur doit s'impliquer dans les changements environnementaux en comprenant cette thématique. On a aussi des cahiers sur les santé communautaires. On a aussi des cahiers sur la réflexion, l'engagement dans la société en termes de politique, notamment par exemple euh, la question de l'observation, de la supervision des élections. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le feu avant de dire que bon, ils ont triché, ils ont fait ceci. Il faut être là pour Mhm. ça. Donc, il y a plein de choses que nous faisons et qui changent la vision du pasteur sur la société et qui l'amènent aussi à se prononcer sur les points qui sont les points où l'on attend de lui quelque chose. Mhm. Donc, la contextualisation est un élément important. Et on a d'autres sujets qui touchent la reconstruction, qui touchent le développement, qui touchent, bon, on parle de théologie politique, mais il y a vraiment
des modules qu'il faut concevoir, qu'il faut mettre en place par rapport aux besoins de la société en tant que telle. Mhm. Alors, je suis un petit peu surpris que dans les points cités, ou bon, peut-être que si je vous avais demandé de citer 5 points, vous m'auriez parlé de celui que je vais aborder ici. Mais je suis un petit peu surpris que vous n'ayez pas parlé des pasteurs autoproclamés qui se multiplient à la vitesse grand V sur le continent. Euh, euh, de votre point de vue, quel danger cela représente-t-il concrètement pour à la fois pour l'Église, mais aussi pour les sociétés africaines? Les dangers sont multiples, hein. Les dangers sont multiples. Vous savez, l'image du pasteur, euh, vous avez plusieurs images qui sont. Il y a des pasteurs qui sont des pasteurs marabouts. Oui, Et ils oui. sont là pour résoudre les problèmes des gens, les pasteurs marabouts. Vous en avez comme ça plein dans tous nos pays. Et, mais ça, c'est une question de l'aliénation socio-économique. Et cette aliénation socio-économique, par les prédications sur tout ce qui est théologie de la liberté, la prospérité, etc. Et le danger est que ces leaders-là exploitent les fidèles, exploitent la misère et la précarité du peuple au nom de l'Évangile pour pouvoir s'enrichir. Et ça, c'est très dangereux. Et la question des contributions financières, ces pasteurs ont un niveau de vie qui est vraiment un niveau de vie insolent par rapport au peuple qu'ils sont censés servir en tant que tel. Et là, pour nous, l'impact, c'est que cela appauvrit davantage les fidèles, qui sont crédules d'ailleurs, qui croient Mhm. au pasteur, ils sont crédules, croient au pasteur, au lieu de les encourager à, à eux-mêmes à être des gens qui s'autosuffisent pour pouvoir servir librement Dieu. Donc, ils sont dans une dépendance, dans l'obéissance au Seigneur, euh, qui leur rend esclaves de quelqu'un qui prône quelque chose qui ne leur convient pas. C'est dangereux pour eux, mais c'est cette aliénation socio-économique que vulgarise ce type de pasteur est un danger pour tout le système d'enseignement. Deuxième chose que je vois aussi, c'est la question de la destruction de la paix sociale. Destruction de la paix sociale, la fragilisation des familles. Mhm. Combien de couples ont été divisés par l'enseignement des pasteurs? Et à force, par exemple, d'identifier dans une famille que tel est sorcier, c'est lui qui en veut à celui-là, c'est lui qui fait ceci, etc. Ou ton mari est ceci, ou ta femme est ceci, etc. Vous voyez, le faute de discernement théologique, la peur et tout ce qui accompagne leur prédication, ces pasteurs attribuent systématiquement les malheurs des autres, hein, et même aussi abusent des questions qui sont des questions de société comme le chômage, la maladie, le célibat, etc., en disant que c'est peut-être vos proches, c'est vos amis, c'est vos parents, etc., qui sont la cause, hein, qui sont des sorciers, qui créent des liens familiaux qui ne vous permettent pas de réussir en tant que seul, ou de ne Mhm. pas avoir vos concours, ou de ne pas avoir un mariage réussi, etc. Donc, vous voyez, la rhétorique qui est un refrain quotidien est un danger pour ces familles. Ça détruit la paix sociale et ça détruit les familles en tant que telles. Troisième élément que je vois aussi, c'est euh, ça décrédibilise l'Église et même aussi ça tend vers la manipulation politique. Les institutions aussi subissent. On ne nous croit plus Mhm. à cause d'eux, hein.
On est, l'autorité ecclésiale est remise en cause. L'éthique même du pasteur, ou même l'éthique du CITAF aussi, parce que nous sommes des structures de formation. Mhm. Ils ne viennent pas se former chez nous, mais ceux qui sortent de chez nous sont décrédibilisés. Et là, l'image globale du pasteur, du christianisme est en jeu par rapport à leurs attitudes en tant que telles. Donc, il y a à la fois, quand vous mettez la somme de tous ces problèmes-là, vous dites qu'ils sont très dangereux pour notre société en tant que telle. Et avec le regard que vous avez, le poste que vous occupez, les relations avec les différentes institutions des différents États que vous avez, est-ce que vous constatez que certains pays semblent mieux gérer ce problème que d'autres Vous aujourd'hui? savez, il y a des pays qui ont pris à bras le corps le problème quand vous voyez pas ce qui s'est passé au Rwanda. Ouais. Au Rwanda, ils ont été très drastiques en imposant un système. Et le système mis en place était de dire, bon, ben, écoutez, tant que vous n'avez pas trouvé telle chose, hein, vous n'avez pas tel diplôme, etc., vous ne pouvez pas exercer. Mhm. C'est une bonne chose. Si on imposait ça dans les structures où le CITAF se trouve, peut-être en concertation avec le CITAF, on pourrait peut-être identifier quelle école est capable de produire tel pasteur ou tel autre. Mais les États agissent souvent sans concertation avec les structures qui sont compétentes et qui peuvent mieux évaluer les choses. Donc, ça, c'est les faiblesses étatiques. Mais dans certains pays, comme le Burkina vient de le faire, le Burkina a mis en place, le ministère a dit que le ministère a vu la prolifération des docteurs. Et cette prolifération des docteurs, ils ont mis en place un système. C'est-à-dire que les, les docteurs, avec cette foule de docteurs, on ne peut plus avoir de docteurs s'il n'est pas, vous ne prouvez pas que vous avez tel élément en tant que tel. Donc, le ministère est en train de mettre de l'ordre aussi au niveau du Burkina par rapport à ça. Deuxième chose aussi, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire où il y a cette liberté-là. Ils sont là, ils agissent. On dit, bon, le fidèle est censé être, avoir assez de discernement pour pouvoir décider quoi que ce soit. Mais là aussi, euh, les gens sont livrés à eux-mêmes. Donc, Mhm. il y a plusieurs pays qui courent le risque de faire quoi que ce soit. Ça devient difficile. Il n'y a pas de normes pour le moment. C'est les pays qui décident comment les choses peuvent se passer. Est-ce que aujourd'hui le CITAF joue en quelque sorte le rôle de d'éveiller, conscientiser les États justement à réguler les formations, quitte à ce que la majorité des États francophones puissent adapter des législations similaires à ce qui se fait aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué au Rwanda ou au Burkina. Est-ce que le CITAF joue un rôle en quelque sorte de lobbying de ce point de vue-là? Oui, mais pas assez. Ok. Pas assez. Pas assez parce que euh, euh, nous travaillons avec les coordinations nationales à jouer pleinement leur rôle auprès des États Mhm. pour structurer, réguler tout ce qui est enseignement théologique. Et là, tout récemment, j'étais au Bénin euh, et on a dû rencontrer les structures chargées de la réflexion sur les questions de régulation euh, de diplômes, de formation théologique. Et, et là, à ce niveau-là, on a été consulté. On a été consulté
Bon, j'espère qu'ils vont prendre en compte nos remarques, mais l'enseignement, disons, l'Église catholique et nous-mêmes, nous avions été consultés. Au Burkina, ça va être pareil, mais c'est encore très peu par rapport aux pays que nous couvrons. Vous savez, bon, par exemple, il y a des États qui sont des États à forte dominance islamique, comme le Niger, par exemple. Le Niger a déjà reconnu les institutions théologiques, parce qu'ils savent déjà que l'école supérieure, l'enseignement privé est classé comme une institution confessionnelle, ce qu'on appelle l'esprit. C'est une structure universitaire au Niger, un à Niamey, qui réside à Niamey et un autre à Maradi. Donc, ces structures-là sont reconnues. Donc, c'est ceux qui sortent de là qui sont appelés les pasteurs, en fait, en tant que tels. Bon, même euh, par rapport à l'étendue de notre implantation, c'est encore minime par rapport à ça. Ok, ok. Une question d'ordre général. Qu'est-ce que, de votre point de vue, hein, qu'est-ce que la formation théologique politique peut apporter dans la vie d'un pasteur ou d'un leader d'église? Oh, c'est une question intéressante. Mhm. C'est une question majeure et intéressante. Pour moi, vous savez, la théologie politique euh, est très vaste. Parce que quand vous abordez, par exemple, ce qu'on appelle généralement la théologie publique, l'ensemble des domaines qui touchent la vie de la cité, euh, le pasteur a sa place dans la cité en tant qu'élément qui retrouve tous les dimanches, ou même aussi tout au long de la semaine, toutes ces personnes impliquées à des degrés différents, le domaine politique. Donc, pour moi, c'est important que le pasteur soit outillé, qu'il soit formé et qu'il soit conscientisé lui-même aux choses de la cité. De tout ce qui touche le bien commun, qui touche la vie de la cité, qu'il soit bien formé. Alors, à partir de ce moment-là, il, il aura les outils nécessaires pour passer, euh, ou bien pour passer de la foi purement, comment je peux appeler ça, pour passer de la foi purement individuelle à un leadership d'impact social. Parce qu'il est outillé et quand il se prononce sur un enjeu euh, qu'il peut, qu'il peut lui-même maîtriser. Ça lui permet d'exercer son ministère non pas en marge de la société, mais au cœur des défis de la société, aux défis de la communauté en tant que telle. Donc, c'est le rôle de la théologie politique. C'est le rôle de la théologie politique, de former quelqu'un qui soit en mesure de répondre aux besoins de la société en tant que tel. L'autre élément que je vois aussi, c'est quand on parle généralement du discernement prophétique. Le discernement prophétique face aux questions actuelles, aux questions liées à l'actualité. Généralement, le pasteur se prononce sur des sujets il ne sait même pas la teneur de ces sujets. Alors, ce discernement-là, il apprend à analyser l'actualité économique, l'actualité sociale, l'actualité politique, grâce à la théologie politique. Et ça le forme, ça le formate à pouvoir s'insérer dans la société et à répondre à ces éléments.
Il y a aussi, vous savez, j'ai fait plusieurs publications dans ce domaine-là, l'instrumentalisation des leaders politiques par les politiques, ou bien même aussi l'instrumentalisation des politiques par les leaders politiques, vice-versa. Mhm. Donc, vous voyez, la théologie politique peut aider à, à comprendre le mécanisme du pouvoir et à savoir où se situe la responsabilité, la sphère de responsabilité du pasteur et la sphère de responsabilité du politique et la sphère de responsabilité de la communauté ou du citoyen tout court. Donc, vous voyez, ce travail-là est, est un travail qui peut aussi se faire à l'intérieur des structures, comme aussi à travers des différents séminaires qui peuvent avoir lieu, comme aussi euh, l'organisation qu'on peut mettre en place pour pouvoir faire passer les messages en temps de crise en tant que tel. Je parlais tout à l'heure de la mission intégrale, l'évangile intégral. Donc, vous voyez, on a souvent prêché souvent l'évangile déconnecté aux réalités sociales. Mhm. Mais maintenant, la théologie politique nous ramène à faire un évangile intégral qui prend en compte tous les besoins des individus en tant que tels. C'est utile au pasteur, c'est important pour le pasteur, hein, c'est important pour le... Le pasteur peut aborder les questions, hein, en lien avec le rôle, hein, du politique par rapport à tel sujet, par rapport à tel engagement, par rapport au discours prononcé, etc. Et la théologie politique enseigne, enseignée dans ce sens-là, le pasteur devient en quelque sorte un agent de développement, un agent de transformation sociale. Donc, pour moi, c'est un élément fondamental de pouvoir orienter former ceux qui apprennent dans nos institutions à intégrer cet élément-là dans la vie du pasteur en tant que tel. Il y a plusieurs raisons, on peut les évoquer. Mhm. Oui, merci. Nous arrivons tout doucement donc à la fin de cet échange. Le professeur Félix Mutombo Mukendi écrivait dans son livre Théologie politique africaine que ce 21e siècle sera celui de l'Afrique à condition que la théologie politique devienne une grandeur structurante. Est-ce que vous partagez cette vision? Vous partagez cet optimisme? Hum, Je dirais oui, et Oui. pleinement d'ailleurs, parce que j'ai lu son ouvrage et j'ai vu que euh, ce qu'il a dit est tout à fait juste, parce que on n'est pas simplement dans un sens de critique du pouvoir contre conquérir le pouvoir. On n'est pas simplement dans cette... pour nous ici, comme je le disais tout à l'heure, la boussole, la boussole, c'est le royaume de Dieu et l'évangile. Et les questions qui touchent la notion de justice, la question de la dignité humaine, la question de la vérité, ce sont des éléments essentiels contenus non seulement dans l'Évangile, mais qui peuvent aussi être utiles euh, pour pouvoir se prononcer dans la cité. Donc pour nous, la- il ne s'agit pas d'être partisan, mais il s'agit essentiellement de ne pas instrumentaliser les textes pour justifier un programme politique, les textes bibliques pour justifier un programme politique. Donc,
je suis tout à fait d'accord avec lui que la question les éléments qu'il aborde, ce sont des éléments essentiels pour nous. Ce sont des éléments essentiels pour nous. L'autre élément aussi que je vois, c'est la certitude, hein, qu'il nous donne. Lorsque son optimisme, hein, ce n'est pas simplement un vain, ce n'est pas vain, ce n'est pas naïf, mais c'est quelque chose qui est combatif. Cet espoir qu'il formule là pour l'Afrique euh, vraiment détient la clé de notre propre réveil. Euh, euh, il nous donne une certitude, certitude d'un potentiel total, c'est-à-dire les ressources qu'on a, les ressources pour donner une dimension à notre façon de voir les choses. Il y a aussi la question la question de un encouragement à passer de la foi passive, à une foi qui agit, une foi agissante. Et là, c'est ce qu'on appelle généralement ce qu'il appelle la grandeur structurante. C'est-à-dire qu'on sort de l'inaction Mhm. à l'action. Hein, à l'action. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. On a été très passif jusqu'à présent. Donc, pour moi, elle est porteuse d'une immense espérance. D'une immense espérance. Et, et le théologien ici doit aller au-delà de la dévotion qui est une dévotion intime, une dévotion singulière, mais une dévotion qui va jusqu'à à le déconnecter du quotidien pour entrer dans les activités, dans les actions comme il le faut. Le volet que je peux aussi mentionner pour dire que je partage pleinement euh, la réflexion du professeur Félix Mutombo, c'est que si nous n'allons pas dans ça, nous allons continuer à subir. Nous allons continuer à subir. Et il a tout à fait raison de nous encourager à y être. Donc, je partage pleinement son avis et je suis complètement d'accord avec lui. Et c'est pourquoi aussi je m'engage pleinement aussi à ce que euh, à ce que nos institutions s'engagent aussi dans cette affaire, à intégrer la théologie politique dans leur curriculum et à pouvoir aussi l'administrer, l'enseigner, l'accompagner. Donc, je suis pleinement d'accord avec lui. Mhm. C'est une certitude que je partage avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de respect. Mhm. Merci, merci professeur pour cette interview, cet échange. C'était vraiment un honneur de vous avoir avec nous et de mieux comprendre aujourd'hui les enjeux qui se passent sur le continent et de voir que des organisations prennent à cœur vraiment l'enseignement des leaders religieux, des pasteurs dans nos pays. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie de nous avoir fait confiance et surtout de perpétuer vraiment les actions de cet homme qui, qui pour nous reste un modèle et dans son engagement, hein, pour cette dimension théologie politique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous êtes une fierté pour nous.